Alors, vous avez préféré d'une partie 1 ou d'une partie 2? J'attends vos réponses en commentaire. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler d'un certain film, un certain Dune partie 2. Déjà, pour remettre dans le contexte, on va parler vite fait de Dune 1 et de Denis Villeneuve. Dune 1 était un très bon film pour moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque. J'avais adoré, j'avais réellement adoré, et ensuite je l'ai revu sur ma télé qui était pas terrible à l'époque, j'avais bien aimé aussi, mais pour Dune numéro 2, eh bien j'ai revu Dune ce lundi je crois, et je crois que c'était la meilleure expérience, après celle du cinéma évidemment, mais parce que j'ai une nouvelle installation qui permet de voir des films d'une meilleure qualité, et ça c'est quand même mieux, il y a un meilleur son, etc. Et c'était une excellente expérience, et je crois que je préfère encore Dune aujourd'hui par rapport à mon premier et deuxième visionnage. Vraiment c'est un film que j'adore, que vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à voir et à revoir. Et concernant Denis Villeneuve, le réalisateur de ce film, eh bien il y a des hauts et des bas avec lui. Dune, j'adore. Dune, forcément, j'aime bien. Dune, il faut savoir que je connais absolument rien. Je n'ai pas vu le film des années 80 et je n'ai pas lu Dune. Donc vraiment, je suis vierge totale concernant Dune. Et donc, Denis Villeneuve, il y a Blade Runner. Pour moi, c'était pas ça. Voilà, j'ai pas aimé Blade Runner. Voilà, je suis désolé. Je sais que certains considèrent ça comme un chef-d'œuvre. Je me suis beaucoup ennuyé. Mais par contre, l'un des chefs-d'œuvre de Denis Villeneuve, pour moi, il faut que je voie tous les films de Denis Villeneuve. Eh bien pour moi c'est Premier Contact, donc Arrival en anglais, qui est pour moi exceptionnel. Vraiment c'est un superbe film de SF que j'aime énormément, il faut que je le revoie, mais pour moi c'est un très grand film de SF. Donc voilà un peu ma relation avec Dune et avec donc Denis Villeneuve. Et donc ce mercredi j'ai vu Dune 2, il faut savoir que je n'ai vu aucune bande-annonce parce que je savais à quoi m'attendre, dans le sens où j'ai vu Dune 1, je savais que c'était la suite, j'avais pas besoin de voir une bonne annonce et je voulais ne rien savoir sur ce film. Et j'ai bien fait, je pense, j'imagine. Je le considère comme un très bon film. Alors j'ai toujours du mal à dire c'est un très grand film, c'est un chef-d'œuvre quand je vois un film pour la première fois au cinéma, parce que je pense qu'il faut peut-être un peu plus de temps et un peu plus de réflexion et peut-être plusieurs visionnages pour dire ce genre de choses, pour dire c'est un chef-d'œuvre, c'est un grand film. Peut-être que je le dirai dans quelques mois quand je l'aurai revu, et peut-être que mon avis aura changé aussi, hein, peut-être de manière négative, je ne sais pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est un très bon blockbuster, parce qu'il faut rappeler, c'est quand même un blockbuster avec un énorme budget. Et déjà, je vais dire une évidence, on va le dire directement, c'est sublime. C'est juste sublimissime dès les premiers plans où on voit forcément le sable, mais on va avoir un ton plus orangé, je trouve. Alors, ça peut être bête ce que je dis, mais je trouve qu'on va jouer plus avec le coucher du soleil, avec le soleil dans cet épisode 2, et du coup on a un ton plus orange pendant tout le film, et ça va être sublime. Concernant certaines batailles, certains 1 contre 1 qu'on va avoir, on va jouer avec les ombres. Il n'y a pas un plan qui n'est pas léché, il n'y a pas un plan qui est recherché, il n'y a pas un plan qui est magnifique. Vraiment, ça te saute aux yeux. Alors évidemment, c'est une évidence totale, mais faut quand même bien le dire, c'est sublimissime, c'est sans doute l'un des blockbusters les plus beaux que j'ai vu. Hein, quand on parle de blockbuster, de gros films à gros budget, ouais, je suis pas sûr d'avoir déjà vu un film aussi beau que ça. Pour vous raconter l'histoire, pour ceux qui n'ont pas encore vu, concrètement, c'est Paul Atreides qui, eh bien, va se faire accepter et veut se faire accepter par les Fremen, et donc il va adopter leurs coutumes encore plus que dans le 1, et va faire en sorte de reconquérir Arrakis avec les Fremen. C'est concrètement ça, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, on y viendra après dans les détails, mais concrètement, c'est ça, on va sur l'évolution de Paul, et un Paul qui va totalement devenir différent, et donc je parlais de visuel, mais pour moi, il y a un truc très important, et ça va rejoindre une interview qu'a fait Denis Villeneuve il y a quelques jours, et du coup, c'est une interview qui m'est restée en tête quand j'ai vu le film. Il parlait du film et il disait, et des films en général, que pour lui, le cinéma, en fait, c'était surtout des expériences visuelles et sonores, et que, selon lui, hein, ce n'est que selon lui, on se rappelle d'un film grâce à des images, grâce à un son, mais pas forcément avec des paroles, avec des discussions. Alors, je suis totalement pas d'accord avec lui, je pense qu'on l'est plutôt tous d'accord qu'il a tort, parce que évidemment il y a énormément de films dont tu te rappelles les paroles, les discussions, une punchline ou quoi que ce soit qui t'ont marqué, mais du coup ça m'est resté en tête pendant ce film, et du coup c'est pour ça que je ne sais pas si je le mets au-dessus du 1, parce que j'avais ça en tête pendant tout le film, et il y a beaucoup de discussions que je trouve assez niaises, et il le dit, lui, les paroles, les discussions, l'écriture des discussions, c'est pas quelque chose qui l'intéresse énormément, ça l'embête plus que ça.
Et il y a quelques moments, et surtout les moments, je vais le dire, entre Chani et Paul Atreides, qui vont donc se draguer. Il y a un jeu de séduction entre les deux, et j'ai clairement l'impression de revoir le jeu de séduction entre Anakin Skywalker et Padmé lors de Star Wars 2, l'attaque des clones. J'ai l'impression d'avoir ce genre de jeu de séduction pas très bien amené, un peu pâteau, avec des gros sabots. Et c'est vrai que du coup, avec ça en tête, avec l'interview de Denis Villeneuve que j'avais en tête, peut-être que si j'avais pas vu cette interview, ça m'aurait pas autant marqué. Ça, c'est une possibilité. Mais du coup, j'avais ça en tête. Et du coup, c'est vrai que j'ai noté un peu plus les discussions. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande discussion dans le film. Je me souviens pas d'un moment. Si, je me souviens d'un moment et on va en parler après. Mais du coup, ouais, ça m'a un peu choqué. Et c'est vrai que d'avoir lu cette interview avant, je sais pas si c'était une bonne chose. Bon, maintenant, on va rentrer dans quelques spoilers. Dans ce Dune numéro 2, on a quelques nouveaux personnages qui sont sur le papier très très intéressants. On va donc avoir le personnage d'Austin Butler qui est Feyd Rautha, qui est le neveu du baron, tout simplement. Et j'adore son introduction. Vraiment, son introduction est sublime. On est sur la planète des Harkonnen et tout est en noir et blanc. Alors, je sais pas à quel point c'est noir et blanc jusqu'au bout. Pas vraiment les bons yeux des fois. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tout est en noir et blanc et donc on va le voir se battre tel un gladiateur dans l'arène. Il y a vraiment des grosses références à Gladiator. Mais je trouve que c'est très très joli. Vraiment, la scène est vraiment très jolie. Les combats aussi, je trouve, au corps à corps sont vraiment très beaux et ont été encore un peu plus développés par rapport à Dune partie 1. Et ça va se ressentir lors de cette scène où, normalement, il doit affronter des anciens membres de la famille Atreides qui sont un peu drogués et donc affaiblis. Mais un certain membre ne va pas être affaibli et donc ça va lui donner un peu plus de challenge. Mais il va réussir à s'en sortir. Et on va voir son côté psychopathe. On nous dit qu'il a tué sa mère. Concrètement, il a une relation très particulière avec des femmes où tu as l'impression qu'il les nourrit tels des chiens avec les gens qu'il tue autour de lui. Très, très bizarre ce Feyd Rautha, mais très charismatique aussi. Et je trouve que c'était un bel ajout, mais pour le coup, pour aller directement sur sa fin, je trouve que il lui manque ce grand combat, bizarrement, parce qu'il a ce grand combat final face à Paul Atreides, mais il lui manque peut-être cette énorme victoire. Je trouve qu'il lui manque peut-être cette énorme victoire pour qu'il me marque encore un peu plus, parce que le combat face à Paul Atreides, le combat final est exceptionnel. Je trouve vraiment exceptionnel dans la manière dont il est filmé, dans la manière... On va pas avoir de son dans ce combat, vraiment il n'y a pas de son, on a juste le bruit des épées, le bruit des dagues qui se tapent entre elles, et les deux qui vont essayer de s'affronter, qui vont essayer de tout faire pour tuer l'autre. Mais il n'y a que ce son là, mais du coup j'aurais aimé peut-être une autre bagarre de la part de Feyd Rautha et quelque chose de plus fort, de plus marquant. Dans les nouveaux personnages, on a aussi et surtout Florence Pugh qui joue Irulan, la fille de l'empereur, qui va avoir un rôle distant. Elle n'est pas dans le combat, c'est une Bene Gesserit, si je ne me trompe pas dans les termes, et donc elle va être dans la nuance et surtout elle va être dans l'ombre pendant quelques temps dans ce film, c'est-à-dire qu'on va l'entendre, c'est elle qui va, je crois, débuter le film, c'est elle qui est un peu narratrice du début du film, et à quelques reprises elle reprend cette narration, mais du coup elle a un rôle plus particulier jusqu'à la fin, parce que je dirais pas qu'elle a un rôle très important tout au long du film, mais elle est présente à l'écran, on la voit assez souvent et ses tenues sont sublimes, le sorte de casque qu'elle a, c'est pas réellement un casque mais c'est vraiment très très joli, et du coup jusqu'à la finalité où Paul Atreides va réussir à tuer Feyd Rautha, et donc va choisir de se marier avec elle. C'était la finalité qu'on attendait, on en avait déjà parlé dans le 1 d'ailleurs, ce mariage de cette alliance possible entre elle et Paul Atreides, et ça va concrètement arriver, et cette scène est vraiment très belle d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai pas encore parlé de Paul Atreides, on va y revenir après de son parcours, mais du coup, Paul Atreides est debout et tout le monde est assis, tout le monde le prend pour le Messie qu'il est, et tout le monde va être assis à ce moment-là, va le reconnaître en tant que Messie, et sauf qu'il y a deux femmes qui ne vont pas être assises, c'est donc elle, Florence Pugh, qui joue donc le personnage de Irulan, j'ai du mal à m'en retenir de ce nom, et Chani, évidemment, qui ne va pas s'asseoir, qui n'aime pas réellement cette situation, on va dire, elle qui a créé justement une relation avec Paul Atreides, pas sûr que ça lui plaise, et elle va même s'en aller. Mais oui, donc je parlais des personnages qui sont arrivés dans ce Dune numéro 2, mais parlons de Paul Atreides, joué par Timothée Chalamet, qui va prendre une nouvelle consistance dans ce film, qui va clairement prendre son rôle de Messie pendant ce film, qui va prendre ce rôle d'élu. Alors lui ne veut pas, dans un premier temps, il ne veut pas le faire parce que ce n'est pas bon. Lui, il voit le futur, il a des visions, il sait que c'est pas bon. Ça ne va mener que la misère, que ça va mener à rien de bon tout ça. Mais finalement, après avoir bu l'eau de vie,
je dis pas de bêtises, c'est l'eau de vie, eh bien bah là il va changer. Là ses visions sont plus claires, elles sont plus précises, et du coup il accepte totalement son rôle, et là on a un Paul Atreides qui est totalement différent, on a vraiment une bascule en termes de personnage, ce n'est absolument plus la même personne, il a une confiance encore plus forte, c'est assez impressionnant, et je parlais d'un discours pour le coup qui m'a marqué, c'est le moment où il se présente devant les Fremen du Sud, il est devant tout le monde, c'est presque une sorte d'arène, mais il est surélevé, et il va parler à tout le monde, et il va faire un énorme discours en leur disant ouais, c'est moi le Messie, c'est moi qui vais vous guider vers le paradis vert. C'était un très très beau discours et j'ai eu vraiment des frissons à ce moment-là. Donc quand on parlait de discours et de paroles marquantes, là pour le coup ce discours-là, ce moment-là m'a réellement marqué. C'est un moment très très important dans la montée en puissance de Paul Atreides. Et c'est vrai que du coup Paul Atreides devient assez agaçant parce qu'il va laisser de côté Chani pour aller normalement épouser donc Irulan. Mais du coup, est-ce que dans le 3, et ne me spoilez pas s'il vous plaît, ceux qui ont lu, qui connaissent la suite, mais que va-t-il se passer? Est-ce que finalement le grand méchant du 3 ne serait pas Paul Atreides? On sait qu'il va possiblement mal tourner, il est déjà pas très très bon parce que honnêtement quand tu écoutes son discours, il y a quasiment un discours de dictateur, hein. Vraiment, si tu mets un autre visage à la place de Paul Atreides, ouais, il y a un discours qui est assez dangereux. Je voulais revenir aussi sur un truc parce que j'en ai pas parlé, mais les Bene Gesserit vont encore une fois jouer un rôle hyper important dans ce Dune 2, encore plus que dans Dune 1, et on nous l'avait déjà dit, dans Dune 1, c'est pas elles qui dirigent, mais disons qu'elles sont un peu implantées un peu partout dans toutes les familles, pour essayer de guider un peu tout le monde et de faire ce qu'elles veulent obtenir. Mais du coup, eh bien on va avoir Dame Jessica qui elle va boire aussi l'eau de vie. Depuis tout à l'heure je dis l'eau de vie, mais c'est l'eau de vie ou l'eau de vérité? Bref, dites-moi, je me rappelle plus. Mais du coup, j'ai pas été hyper emballé par tout ça. J'ai vraiment eu du mal avec tout ce principe-là parce que bah, Dame Jessica était un personnage que j'aimais bien dans le 1. Et bah du coup, bah tu l'aimes un peu moins dans le 2. Et elle devient une totale autre personne. Elle va parler même avec sa fille qui est dans son ventre. D'ailleurs, sa fille qui est jouée par Anya Taylor-Joy, on va le voir plus tard parce que Paul a des visions. On la voit adulte et on voit que c'est Anya Taylor-Joy. Mais du coup, c'est vrai que bah, moins attaché à ce personnage-là. Et ouais, j'ai pas trouvé ça dingue. On va avoir aussi l'ajout de Léa Seydoux qui va jouer Margot Fenring, qui elle aussi est une Bene Gesserit, qui elle aussi va tourner autour et va elle donc coucher, si je dis pas de bêtises, avec Feyd Rautha et donc va avoir un enfant même de Feyd Rautha. Est-ce que ça aura une incidence pour la suite? J'imagine que oui. Mais du coup, ouais, le rôle des Bene Gesserit est assez clair. On voit qu'elle manigance entre guillemets, qu'elles sont un peu dans l'ombre et qu'elles sont toujours là, mais est-ce que ça m'intéresse plus que ça? Je sais pas, je suis pas encore convaincu, peut-être qu'il faudrait que je revoie le film pour tout comprendre parfaitement, peut-être que je n'ai pas tout compris, c'est aussi peut-être pour ça que je ne suis pas à fond emballé par toute cette histoire autour des Bene Gesserit, mais du coup, ouais, c'était pas les moments les plus intéressants pour moi, les moments où il y avait les Bene Gesserit et surtout les moments avec Dame Jessica à partir du moment où elle a bu l'eau, ouais, j'ai eu un peu plus de mal à ce niveau-là. D'ailleurs, petit aparté, mais j'ai eu un problème, je ne sais pas si c'est moi qui ai eu un problème d'attention ou non, mais à un moment donné, donc Paul Atreides ne veut pas aller au sud, rejoindre les Fremen du sud, parce que, eh bien, il sait qu'en allant au sud, eh bien, c'est là que tout va commencer. Et donc, il veut rester au nord, et il va laisser les autres partir au sud, on va les voir partir à dos de verre, si on peut dire. Et dans le plan d'après, on voit Paul Atreides qui est en train, je crois dans le sud, du coup, en train de boire l'eau de vie, il a rejoint sa mère, et on a Chani qui arrive avec un vaisseau, les vaisseaux libellules, je les appelle comme ça. Et du coup, je n'ai rien compris à cette scène. Alors dites-moi si c'est un problème de montage, mais ça m'étonnerait, c'est sûrement moi qui ai eu un problème d'attention, parce que je n'ai rien compris. Pourquoi Chani qui était à dos de verre se retrouve dans le vaisseau? Pourquoi Paul qui ne voulait pas aller au sud se retrouve dans le sud? Ou alors est-ce qu'on n'est pas dans le sud, mais sa mère est présente à ce moment-là, donc pour moi on est dans le sud, où sa mère est allée. Donc dites-moi, c'est une petite aparté, mais dites-moi, parce que j'ai été perdu à ce moment-là, et pendant les 10-15 minutes après, j'ai été perdu, et je comprenais plus trop ce qui s'était passé. Donc dites-moi si c'est moi qui ai eu juste un problème d'attention. Bon, vous commencez à me connaître, hein, je vais à droite, à gauche, je vais au début de l'histoire, je vais à la fin de l'histoire, je suis pas hyper précis, ce sont mes critiques qui sont comme ça, mais globalement pour finir, je peux juste te dire que pour moi c'est un très très grand divertissement et qu'il faut absolument aller le voir au cinéma. C'est un film à aller voir au cinéma, moi je suis allé le voir au cinéma et j'ai pas le meilleur cinéma en termes de qualité, clairement pas, mais c'est toujours une sensation très particulière, les sons sont très particuliers dans Dune et je trouve nous procure des émotions, des sensations que tu ressens très rarement au cinéma. Vraiment, j'ai des moments avec le son, la manière dont il est sorti,
où vraiment j'ai eu des petites choses qui se sont passées dans mon ventre. C'était vraiment assez fou et c'était déjà le cas dans le 1 mais c'est encore plus le cas dans le 2 où je trouve que le son est particulièrement bon. Il y a un vrai travail là-dessus, donc allez voir Dune 2, vraiment c'est un film que je vous conseille. La dernière critique c'était Madame Web et je vous conseillais pas d'aller voir le film. Là allez le voir, vraiment allez le voir et de toute façon je pense que vous êtes déjà beaucoup à y aller. Le film est un énorme carton déjà et c'est plutôt logique, ça fait plaisir de voir ce genre de film au cinéma. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dans quelques jours pour possiblement parler de FF7 Rebirth. Le jour où je l'aurai fini, on en reparlera. Salut, salut.